de suite la parole à Aymeric de Barmont. Nous sommes impatients de savoir ce qu'il va nous dire sur la culture et l'entretien de ces plantes succulentes. Aymeric. Voilà, ben je vais partager mon écran. Je pense que vous voyez mon C'est écran. parfait, c'est parfait. Parfait. Bon, eh bien après toutes ces belles images et toutes ces explications de Norbert sur les plantes dans leur habitat, on voit que finalement elles vivent dans des lieux qui sont pas tous les mêmes et qu'elles n'ont pas les mêmes réponses. Quand on veut connaître un peu mieux ces plantes et puis parfois aussi les partager avec des gens qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir aller sur les sites voyager, eh bien évidemment, on a toujours essayé de les mettre en culture. Culture, c'est-à-dire les cultiver à l'endroit où on vit, et c'est dans des conditions qui sont évidemment pas tout à fait celles qu'elles ont à l'état sauvage. Alors c'est un sujet très très vaste, et bien sûr dans ces quelques minutes on ne pourra pas tout voir, donc je vous propose de simplement nous pencher sur quelques généralités et quelques remarques un peu de bon sens qui font que finalement on part sur de bonnes bases pour avoir une culture féconde de la plupart de ces plantes. Voilà, alors je commence par une petite image que j'aime bien. Je ne sais pas si on a des amis allemands parmi nous, mais ça vient de chez eux, donc c'est probablement un Allemand qu'on voit là. Et alors, en fait, j'aime beaucoup cette image puisque c'est vraiment l'archétype de l'amateur de plantes. L'amateur de plantes, c'est quelqu'un, comme vous le voyez, qui chaque jour va voir sa plante et là on l'entend de façon un peu subliminale, il y a un dialogue entre l'amateur et la plante. Et dans ce dialogue, il y a une question qui revient tous les jours et la réponse est chaque jour différente, c'est comment vas-tu aujourd'hui? Et là, ce que répond la plante le jour où ce tableau a été fait, toi imaginer, eh bien c'est aujourd'hui, je suis en fleurs. Et ça, c'est un événement important dans la vie d'une plante. Mais c'est un événement qui n'arrive pas brutalement, on le voit venir, et puis après, il y a encore une suite. Donc ça, c'est absolument essentiel. Quand on veut mettre une plante en culture, il faut établir cette relation d'observation et dans les deux sens. On se pose des questions et on trouve les réponses sur les plantes. Et c'est comme ça que au fil du temps, on finit par améliorer les techniques de culture, mieux comprendre ce dont ont besoin les plantes, mieux comprendre comment elles vivent. Et alors, comme vous vous en doutez, plus on progresse, mais c'est valable pour, je pense, la démarche scientifique au sens un petit peu général, plus on progresse et plus on change d'idée et plus on change de façon de faire. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne l'ai peut-être pas toujours dit et je ne le dirai peut-être pas toujours. Mais par contre, c'est aujourd'hui ce que je pense, ce qu'on peut faire de mieux. Alors, les 4 saisons. Évidemment, on a vu des photos de paysages donc vraiment arides que Norbert nous a montré. De temps en temps, on se doute bien que ça doit être un petit peu différent, d'avoir un peu d'humidité, peut-être un peu plus de verdure. Et en fait, la première chose qu'on découvre quand on cultive ces plantes, c'est que ce qui nous semble épouvantable, cette période de sécheresse qui à nos yeux est mortelle, en fait, est devenue au fil de l'évolution quelque chose de nécessaire. Les plantes ont besoin de cette période de sécheresse et elles ont aussi besoin de temps en temps, alors ça c'est un cycle qui évidemment est très variable, d'avoir aussi de l'humidité. Et quand on cultive ces plantes, eh bien, il faut absolument respecter ces cycles d'alternance de période sèche et période humide. Alors, ce n'est pas simple, parce que parfois, la période sèche, c'est en été, quand il fait chaud, mais ça peut être en hiver, quand il fait froid, ça peut être un peu n'importe quand. Et finalement, ce qu'on constate globalement en culture, c'est que la période sèche, quand on la cale l'hiver, ça marche globalement bien. Alors, vous voyez sur cette photo, il y a une collection de plantes que je connais bien, qui est en hiver. On voit que les plantes sont en ce qu'on appelle en repos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de floraison, il y a pas de croissance, n'importe qui se passe. On va sécher un peu au fil des jours, au fil des semaines. Mais si vous regardez bien, il y a un endroit un peu particulier dans cette photo. On a l'impression qu'il se passe des choses un peu spéciales. Alors, quand on regarde là-dedans, on se rend compte qu'au même moment, eh bien, il y a des plantes qui, elles, sont adaptées
à une croissance et une activité physiologique qui est en hiver. Alors, quand on regarde un peu dans le détail, sur cette photo, vous voyez des plantes chiliennes, puisqu'en fait, au Chili, l'hiver n'est pas très, très froid, enfin, en tout cas dans la partie donc Atacama, et c'est la saison où il y a du brouillard. Et ce brouillard apporte une humidité qui permet à certaines plantes de vivre, et ce brouillard est très, très faible dans la période estivale, donc les plantes fleurissent en hiver. Et alors, on peut imaginer qu'on se dit, les pauvres plantes, vraiment, elles sont obligées de fleurir en hiver, alors que c'est vraiment une saison pas sympa. Essayons de leur donner de l'eau dans une période plus sympathique qui serait l'été ou le printemps. Eh bien, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ce sont vraiment des plantes qui sont adaptées à une floraison hivernale avec des mécanismes qui n'ont pas été tellement étudiés, mais qu'on imagine un petit peu comme étant des mécanismes de type jour court. C'est-à-dire quand la durée du jour est suffisamment courte, il y a une induction de toute la chimie qui fait que la floraison se passe. Et il peut aussi y avoir des mécanismes d'induction par des températures plus basses la nuit. Donc, en fait, finalement, c'est pour cultiver ces plantes dans nos climats, la seule chose qui manque en hiver, c'est un petit peu de chaleur et un peu de lumière, mais uniquement le jour. Et puis contrairement à ce qu'on fait pour les autres plantes, arroser un peu. Donc voilà comment, alors moi dans mon activité de production de graines, évidemment c'est important puisque la production de graines de ces plantes-là se fait uniquement en hiver. Alors ça c'était les plantes chiliennes, mais on a le même phénomène en Afrique du Sud. Là, vous avez un Glottophyllum nelly qui en fleur maintenant. Voilà, c'est la saison où ils fleurissent. Donc en Afrique du Sud, alors les climats sont très variés. Ceux-là, ils aiment bien avoir un peu d'eau quand ils fleurissent, mais je pense qu'ils s'en passeraient enfin, il fleuriraient quand même sans les arroser. D'autres plantes, l'hiver, eh bien, elles supportent parfaitement le froid et elles s'accommodent très bien de la neige. C'est les plantes de Patagonie. Ici, vous avez un autre cactus, donc Hibernus, qui porte bien son nom. Souvent quand on débute dans la culture des plantes succulentes, on se dit alors l'hiver au sec, surtout pas au froid. Et alors la neige, c'est catastrophique. Et ben, pour certaines plantes, c'est le contraire. L'hiver, il faut de l'humidité, il faut du froid et il faut de la neige. Alors ça, c'est des choses évidemment qu'on ne découvre pas tout de suite. Ça demande un petit peu de pratique, un peu d'expérience, et puis ça demande aussi de prendre des risques. Et parfois, on fait des choses et qu'on regrette. Mais pour cette plante-là, cet épisode neigeux n'a pas du tout été un problème. Quand l'hiver arrive à sa fin, eh bien, on arrive au printemps, et là, la physionomie d'une collection change complètement. Ici, vous voyez un certain nombre de plantes en fleurs. Celles qui ne sont pas en fleurs, ne sont pas encore arrivées à la bonne saison. Vous voyez des petits pinceaux. On imagine qu'il y a quelqu'un qui doit polliniser tout ça. Et donc ça, c'est vraiment... c'est une période où, pour un visiteur, c'est une saison assez sympathique. On a les choses colorées, c'est assez vivant. Il faut bien comprendre que pour avoir ça, il faut avoir eu l'hiver avant. Alors, quelques petites remarques, puisqu'on est dans les techniques de culture. Quand le soleil revient, on est très content, c'est sympa et tout. Il est de plus en plus fort, c'est formidable. Mais il y a un moment où il est tellement fort que ça pose des problèmes. Vous savez, quand on cultive des plantes, c'est le meilleur ami et ça peut être le pire ennemi. Donc, pour se défendre, pour empêcher que le soleil puisse brûler des plantes, ce qui est un phénomène connu, hein, qui arrive même dehors sous nos latitudes, eh bien, on a le choix entre plusieurs techniques. Ou bien on peut ombrer, mais à ce moment-là, on perd en luminosité de façon assez forte et ça peut être un problème. Ou bien on ventile. Et là, ce que je vous montre, c'est l'option ventilation. Alors, la ventilation, c'est très efficace. Je pense que c'est ce que les plantes préfèrent. Par contre, pour les gens qui sont dans les serres, ça peut être un peu désagréable d'avoir ce bruit de ventilateur et tout ça. Mais c'est toujours un compromis. Pendant la période de croissance, bien sûr, il faut arroser. Alors, je vous montre, je pense que quand on arrose des plantes, le choix de l'eau est quand même un point important et qui dépend essentiellement de quel type de culture on veut faire. Quand c'est des cultures à cycle assez court,
on arrose avec une eau qui est assez quelconque, ça ne pose pas de problème. Mais en général, les plantes qui vivent dans les milieux secs, milieux arides, sont des plantes qui ou bien développent une stratégie de cycle très très court, où les plantes germent, fleurissent, fructifient en quelques semaines quand les périodes sont favorables, et puis ensuite les graines restent dans le sol pendant plusieurs années, ou bien au contraire une stratégie de cycle très très long. C'est-à-dire que les plantes, quand les conditions sont favorables, elles fleurissent, elles fructifient, elles font des graines, et puis après, elles s'endorment, elles se mettent en repos, et ça peut durer très longtemps, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et quand les conditions redeviennent favorables, nouveau cycle. Et c'est comme ça qu'on constate d'ailleurs que la régénération dans les milieux secs est quelque chose de très aléatoire. On n'a pas tous les ans ou à chaque fois qu'il pleut une nouvelle génération de plantes. Ça peut être tous les 50 ans, voire plus. Alors en général, quand on cultive les plantes, pour faire des graines, on est plutôt dans le mode cycle long. Et donc, on essaye d'arroser avec une eau qui ne va pas polluer le sol au fur et à mesure et qui va permettre de garder un équilibre. Donc, je pense que l'eau de pluie, pour ça, est vraiment la meilleure. On n'a pas de calcaire, parce que en fait, le calcaire sur le court terme, ça ne change rien du tout. Mais sur le long terme, ça finit par s'accumuler dans le sol et générer des phénomènes qui empêchent les plantes de se nourrir, donc de capter les sels minéraux dont elles ont besoin. Alors, évidemment, ce n'est pas dramatique, il suffit de rempoter, mais quand on a beaucoup de plantes, le rempotage, c'est du temps, c'est de l'argent, et donc c'est un problème. Et la solution la plus simple, c'est peut-être d'arroser directement avec une eau qui permettra une culture pérenne. Alors, quand on arrose, évidemment, vous voyez deux choses. Ici, c'est une plante que j'avais acquise il n'y a pas très longtemps au moment de la photo. Et on voit les petites taches blanches. Ça, ce sont des petites taches blanches générées par des arrosages avec de l'eau calcaire. Le calcaire finit par se déposer sur les plantes. Pas très esthétique, mais ce n'est pas très grave. Le phénomène le plus gênant, c'est quand même dans le pot, où là aussi, il s'accumule. On voit aussi que quand on arrose un peu trop, les plantes, contrairement à nous, elles peuvent avoir des déchirures dans leur tissu. Et puis, ça fait une blessure. C'est pas très grave, mais c'est pas très joli. C'est quand même un petit indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, le tableau, vous avez vu qu'il y avait un petit arrosoir caché discrètement en bas à gauche. Eh bien, ça, c'est absolument caractéristique de quelqu'un qui cultive des plantes et qui veut vraiment les cultiver du mieux possible. En fait, on se rend compte que le cycle d'arrosage dépend, quand on est dans la biodiversité, des taxons que l'on arrose. Certains ont besoin d'être arrosés souvent et d'autres pas. Et finalement, on est obligé de caler un arrosage général sur un cycle long et mettre sur des cycles plus courts des petits arrosages locaux, ponctuels, dédiés à certaines plantes pour qu'elles soient dans de bonnes conditions. Donc là, comme en fait, les plantes qui ont besoin d'être arrosées souvent sont évidemment pas des plantes qui sont nécessairement apparentées ou qui ont les mêmes besoins en termes d'exposition, luminosité, emplacement. On peut pas les mettre ensemble et dire bah, ça, c'est un petit coin, on arrose tout. Donc, je me suis fait une liste pour ne pas oublier parce que sinon, malheureusement, ça arrive à chaque fois. Alors, quand on arrose un géranium ou son jardin, on met un peu trop d'eau, c'est pas grave du tout, sauf qu'on gaspille de l'eau. Mais quand on arrose des plantes succulentes, c'est pas du tout pareil. Là, quand on met trop d'eau, on met en péril la vie des plantes qui sont pas du tout adaptées à des milieux humides pendant longtemps, qui résistent très mal aux attaques de tous les agents pathogènes qui se développent dans ces milieux humides. Alors, quand on arrose une plante et que quand on lui dit bonjour tous les jours, on voit qu'elle ne sèche pas, il y a un message très fort, c'est il faut absolument enlever l'eau, il faut que le pot sèche. Alors, plusieurs techniques. Quand on est un peu paniqué, on se dit bah, il faut, je dépote la plante, j'enlève le compost, voilà, ça va sécher. Bon, c'est faisable, hein, c'est faisable, mais c'est un peu perturbant parce que les plantes n'aiment pas forcément beaucoup ça, et puis après ça, il faut qu'elles se réadaptent et tout. On peut dire bah, je vais faire chauffer. Alors là, c'est presque encore pire, puisque avoir tout d'un coup un coup de chaud en milieu humide, ça peut accélérer le développement de tous les agents pathogènes qu'on cherche justement à éviter. Alors, le plus efficace pour faire sécher un pot,
quand c'est nécessaire, c'est de le mettre sous un ventilateur. Exactement comme quand on fait sécher le linge. Et ça permet de sécher le pot en quelques heures sans perturber la plante. Et dans une collection un peu grande, on a toujours besoin de sécher des pots après les arrosages parce que on peut dire, les mécanismes de séchage des pots sont assez complexes et on ne voit pas toujours pourquoi certains pots sèchent plus vite que d'autres alors qu'on a l'impression que c'est pareil. Donc, voilà, petite astuce. Donc, je l'ai un peu évoqué. Quand on cultive les plantes, la question de où va-t-on les cultiver est une question vraiment essentielle. Alors, j'ai mis quatre petits thèmes. D'abord, à quel étage va-t-on mettre les plantes? Est-ce que c'est plutôt en hauteur? Est-ce que c'est plutôt au niveau du sol? Ensuite, est-ce que l'emplacement que je vais choisir, il va être valable pendant toute l'année ou toute la vie de la plante? Pas sûr. Est-ce que la plante, finalement, il vaut mieux la mettre à l'extérieur ou à l'intérieur, ce que j'appelle les plantes claustrophobes? Les plantes sont un peu comme nous, il y en a qui ont horreur d'être enfermées. Alors, il vaut mieux le savoir. Et quand on le sait, ça va beaucoup mieux. Et puis, il y a celles qui sont claustrophobes quand elles sont en période de croissance, mais qui ne le sont pas quand elles sont en période de repos. C'est le quatrième thème que j'ai voulu évoquer. C'est des plantes qui peuvent être claustrophobes toute l'année. C'est-à-dire que ce soit en été ou en hiver, si on les enferme dans une serre, une pièce à l'intérieur, on aura des problèmes. Enfin, c'est surtout la plante qui aura des problèmes. Alors, un petit exemple de plantes qui gagnent à être mises en hauteur. Vous voyez, ces plantes qui ont tendance à faire des tiges assez longues, qui rampent partout. Si vous les mettez au milieu d'une table, rapidement, la table est complètement envahie et les plantes qui étaient là avant, elles se font bouffer, elles se font un peu monter dessus, donc ça pose un problème. Donc là, une façon de faire, c'est de mettre la plante sur un coin de tablard, comme ça, et les rameaux retombent et ça gêne pas trop. Il y a aussi des plantes qui vivent ce qu'on pourrait appeler dans la vallée et qui s'y accommodent très bien toute l'année. Ici, on voit des onclobivia qui sont en pleine floraison. Ils passent toute leur vie au même endroit. Ça marche tout seul. Un autre tablard, une table qui est en hauteur. Ici, on reconnaît beaucoup de plantes mexicaines. Il y a un petit indice qui marche pas mal. Quand une plante est blanche, en général, c'est une plante qui a besoin de lumière. Et vous voyez que sur cette table, il y a beaucoup de plantes blanches. Alors, au début, on remarque que les plantes blanches se plaisent mieux à la lumière, et puis après ça, on met celles qui se plaisaient quand même un peu, mais pas forcément au mieux, et globalement, tout le monde y gagne. Alors, la transhumance, ce n'est pas une activité réservée aux bergers des Pyrénées ou des Alpes. Et quand on est amateur de plantes et donc cactus, comme on le voit là, eh bien, c'est une activité qu'on pratique, mais à l'envers. Alors, un bon berger, au printemps, il monte ses moutons dans les alpages pour les faire paître, et puis à la fin de l'été, il les descend. Eh bien, nous, c'est le contraire. Au printemps, on descend les plantes des alpages et en été, on les laisse en fond de vallée. Alors, ce qui se passe, c'est donc l'espèce que vous voyez là, un mécanisme d'induction florale nécessite, en tout cas qui marche bien, quand elle passe l'hiver, très très haut dans la serre, très proche du vitrage. Alors, comme ce n'est pas des plantes qui ont un enjeu économique extraordinaire, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais on peut imaginer que, ou bien c'est une amplitude thermique assez importante entre le jour et la nuit, qui fait que l'induction florale est possible, et cette amplitude est plus basse quand on met les plantes plus proches du sol, où il y a une espèce d'inertie, ou bien c'est une question de luminosité. La luminosité étant meilleure en haut, mais pour cette espèce, c'est tout à fait clair. Si on ne fait pas ça, eh bien, on n'a pas de floraison.
Alors ici, vous avez un petit mélange de plantes claustrophobes. Alors celles qui sont bien vertes, surtout celles qui sont au premier tronc, sont totalement claustrophobes. Ces plantes qui ne supportent pas d'être enfermées en serre ou ailleurs, et par contre qui sont très heureuses quand on les laisse dehors absolument tout l'été, toute l'année. Ce sont des plantes chiliennes. Vous voyez des maïvénia et aussi des opincias. Celles qui sont au milieu, un peu grises, ça, ce sont des plantes qui sont claustrophobes. Je dirais l'été, quand on les met en serre, elles sont pas en forme. Par contre, l'hiver, elles sont mises en serre quand même parce qu'elles n'aiment pas trop l'humidité. Voilà. Un dernier point sur le bon emplacement. Le bon emplacement pour une plante, ce n'est pas simplement où je vais la mettre dans mon espace culture, ça peut être dans quel pot je vais la mettre. Et là, vous voyez deux plantes qui ont l'air un peu différentes, et pourtant c'est exactement la même, puisque la grosse et la petite est dans un pot qui a l'air bien, et en fait, le pot ne lui convient pas du tout. Quand on transfère ce taxon dans un pot qui est 4 fois plus gros, on a des tiges beaucoup plus belles. Sur les photos, on ne le voit pas, et on a également des floraisons qui sont quasiment absentes du petit pot qui est devant. Alors ça, c'est des choses qu'on ne découvre pas tout de suite. Mais en général, quand les plantes ont une grosse racine, il vaut mieux prévoir un pot assez gros. Mais parfois, sans avoir de grosses racines, il faut des pots assez gros. C'est le cas des échinopsis. Quand on les met dans des pots qui sont trop petits, ils fleurissent peu ou mal, alors que dans des grands pots, ça marchera bien. Un petit mot sur les amis indésirables. Alors, parce que, en fait, les amis des plantes sont des petits organismes qui aiment beaucoup les plantes. Ils aiment beaucoup les plantes pour se nourrir, pour vivre. Alors, quand les autres amis des plantes que nous sommes découvrent ces amis-là, on a un petit problème parce qu'en général, ces petits organismes, ces insectes ou autres qui piquent les plantes, eh bien, ils leur font du mal. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que si on ne fait rien, c'est la loi du plus fort. Si le parasite est plus fort que la plante, eh ben, il bouffe toute la plante, il la fait crever, et puis il passe à une autre. Et puis, c'est pas des grands stratèges. Hein. Leur but, c'est pas d'assurer une survie durable, c'est de bouffer tout ce qu'ils peuvent. Donc, en fait, si on fait rien, finalement, on ne peut pas concilier biodiversité avec présence de parasites. Ou alors, il faut choisir. On dit, je cultive avec des parasites, mais je cultive pas grand-chose, des trucs qui résistent. Mais si on veut vraiment garder une biodiversité importante, il faut vraiment se débarrasser des parasites. Alors, la règle de base concernant les parasites, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire que si on intervient en amont, c'est beaucoup mieux, parce qu'en général, guérir, d'abord, ce n'est pas toujours possible, et puis ça laisse des traces. Les plantes qui sont blessées par les parasites, elles vont souffrir pendant longtemps, surtout pour nos plantes à nous, qui ont des cycles longs. Dans le domaine donc agricole, c'est pas exactement les mêmes, c'est pas du tout, je pense d'ailleurs les mêmes enjeux. Nous, quand une plante a été abîmée par un parasite, elle peut mettre 4 ans, 5 ans à s'en remettre, ce qui est un petit peu un problème. Alors là, une bonne pratique que je recommande, c'est souvent les parasites, ce ne sont pas des organismes, insectes ou autres, qui vivent à l'état sauvage ou sous nos climats. Ils arrivent dans les collections avec les plantes qu'on introduit. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant quand on introduit une nouvelle plante dans une collection, en ayant en tête que le parasite le plus dangereux, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on trouve une belle plante, on se dit, elle a l'air saine, je ne vois rien, je la mets avec les autres. Ça, c'est la pire des choses à faire. La pire des choses, parce que il peut y avoir des œufs, il peut y avoir des parasites là où on ne les a pas vus. Donc je pense que si on veut une collection saine, il est absolument impératif de nettoyer du mieux qu'on peut toutes les nouvelles plantes qui rentrent. Alors c'est évidemment un peu de travail, parce que c'est plus facile de poser la plante avec les autres que de la mettre à part, dépoter, jeter le pot, désinfecter tout ça.
Et puis, au bout de quelques temps, rempoter. Voilà. Donc, c'est du travail en plus, mais je pense que ce n'est pas du travail perdu. Un petit exemple d'une plante qui a été un peu défigurée par un parasite. En l'occurrence, ce sont des acariens qu'on appelle, de façon un tout petit peu impropre, des araignées rouges. Eh bien, cette tige est foutue. Cette tige est absolument foutue, elle ne repoussera pas. Et heureusement, dans ce cas-là, ce n'est pas mortel pour la plante, mais la plante va refaire des tiges à partir de la base. Et comme les tiges sont florifères au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, un petit truc que je vous donne, il y a un produit, il y a un produit qui marche très bien contre tous les parasites, qui est donc l'alcool qu'on trouve, l'alcool ménager qu'on trouve dans tous les supermarchés par bouteille d'1 litre. Et ça, c'est vraiment redoutable. Ça détruit absolument tous les parasites. Ça peut détruire les plantes, mais si on prend quelques précautions, enfin, je pense que le bilan est globalement positif. Norbert nous a parlé des stomates. Il faut savoir que en fait, les stomates, ce sont vraiment les points d'entrée pour les échanges gazeux, mais les échanges tout court aussi. Et donc, quand les stomates des plantes sont ouvertes, on met de l'alcool sur la plante, et l'alcool rentre dans les stomates, et là, c'est un peu la catastrophe. Alors que s'ils sont fermés, la fermeture est très efficace et l'alcool ne rentre pas. Et donc, pour les plantes qui sont en mode CAM, c'est-à-dire dont les stomates sont fermés le jour, je pense qu'il faut traiter quand il fait beau. Comme ça, on est sûr qu'ils sont fermés et on va détruire toutes les bestioles qui sont sur l'épiderme des plantes et la plante ne sera absolument pas abîmée. Alors que si on fait ça la nuit, je vous garantis que vous allez avoir des problèmes. Pour les plantes qui ne sont pas en mécanisme CAM, il faut faire le contraire. Il faut faire le traitement la nuit et pas le jour. Une petite remarque quand même, si la plante a une blessure, il ne faut pas traiter, parce que l'alcool rentrera dans la blessure. Si la plante a été greffée assez récemment, il ne faut pas traiter non plus, comme ça, il faut traiter autrement, mais pas comme ça, parce qu'autrement, on perd tout. On perd tout, c'est-à-dire les parasites et la plante. Un petit exemple d'une plante qui a été attaquée par ces fameux acariens qui sont malheureusement un parasite très courant et je soupçonne de vivre à l'état sauvage, donc celui-là on s'en débarrassera jamais. Et cette plante a été traitée avec une pulvérisation d'alcool ménager et puis vous voyez qu'elle repousse normalement, mais avec quand même des blessures. Après, il y a les maladies un peu mystérieuses, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça concerne surtout les opintiens, mais pas que. Une espèce de nécrose. Alors, on ne sait pas si c'est un cryptogame, un virus, une bactérie. C'est pas mortel. C'est pas mortel, enfin, souvent. Mais c'est quand même pas beau. Bon, là, ce truc-là, on ne sait pas trop le traiter. La propagation. Quand on a les plantes en culture, souvent, on aime les partager avec des amis, avec d'autres amateurs. Et pour ça, il faut utiliser des techniques un peu particulières, qui sont connues. Hein. Donc, le semis, c'est la méthode naturelle. C'est comme ça que se propage la quasi-totalité des plantes. Et là, vous voyez des petits semis de lithops et autres plantes africaines qui ont 1 an et demi. Alors, pour la petite histoire, c'est des plantes qui n'ont jamais vu le soleil. Parce que il faut savoir que le semis et les soleils, ça ne va pas toujours bien ensemble. Et quand on veut être sûr qu'on n'a pas de mauvaise surprise avec une journée brutale, avec un soleil, il faut mettre les plantes sous des lampes. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de brûlure et qu'on maîtrise bien tout. Donc, voilà. Donc, vous voyez, le semis, là, en l'occurrence, il se fait dans un substrat inerte. Et les plantes aiment vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des plantes qui n'aiment pas le calcaire. Et là, elles ont vraiment ce qu'il leur faut. Voilà un autre exemple de semis, donc toujours un peu la même. Ces plantes de milieux arides poussent dans des milieux assez caillouteux. Alors on se dit, c'était pas de chance, quoi, mais elle sera mieux dans un milieu un peu plus riche. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Il faut vraiment reproduire le milieu d'origine auquel, au fil des millénaires, elles se sont parfaitement adaptées. Alors, un phénomène qui arrive assez souvent chez les plantes succulentes et sans doute moins chez les plantes qui ne sont pas adaptées au milieu aride, c'est ce qu'on appelle les banques de graines. C'est-à-dire qu'on sème des graines, certaines vont germer assez vite et d'autres beaucoup plus longtemps après. Là, vous voyez une plante assez grosse qui a germé pratiquement après le semis et 3 ou 4 petits semis autour qui ont germé 1 an ou 2 ans plus tard.
Alors, quand on sème ces plantes-là, c'est important d'avoir ça en tête et de se dire que s'il n'y a pas de germination, ça ne veut pas dire que les graines ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que les conditions sont mauvaises, ça veut simplement dire qu'il faut attendre. Et j'ai eu des germinations comme ça de godets jusqu'à 7 ou 8 ans. C'est-à-dire, souvent au printemps, il y a deux types de semis. Il y a les nouveaux semis et puis les remises en eau de godets qui n'ont pas germé les années précédentes. Et il y a toujours des bonnes surprises. Ce phénomène de bande de graines, il est plus rare chez les plantes succulentes africaines, mais là vous le voyez sur un lithops, où les deux petits qui sont au fond ont germé pratiquement 1 an après les plus gros. Voilà, alors là, vous savez quelque chose qui est assez intéressant, c'est un peu une anomalie. Quand on cultive des plantes, on voit des choses qu'on ne voit pas dans la nature, parce que ça arrive pas très souvent. Et là, en l'occurrence, c'est une anomalie qui fait que certaines graines germent dans le fruit dès qu'elles sont mûres. En général, il y a des mécanismes d'inhibition qui font que quand la graine mûrit dans le fruit, elle ne peut pas germer, il faut qu'elle sorte. Et ben, dans certains cas, et là vous voyez cette petite plante avec ces deux cotylédons. Alors, quand on veut propager la plante, bah, c'est pas trop un problème, il suffit de sortir le petit semis et puis on le rempote. Mais quand on veut partager les graines, par contre, ça, c'est une catastrophe. Propagation par greffe. Alors, bon, les greffes, je pense qu'on n'a pas le temps de regarder les greffes classiques. Là, je vous montre une greffe qui est de plus en plus utilisée. C'est ce qu'on appelle les greffes, l'espèce de micro-greffes. C'est-à-dire que plutôt que de prélever un gros bout de la plante, on prend un tout petit bout qui n'a pas de méristème. On le met sur le bon porte-greffe. Et là, au bout de quelques semaines, il y a un méristème qui se recrée sur le greffon. Et là, vous voyez un bourgeon qui est en train de se développer là où il n'y avait rien du tout. Et un an plus tard, vous avez ça. Et là, on comprend mieux le truc. En fait, ce qui a été prélevé, c'est un tubercule. Et ça permet de propager les plantes avec une très grande efficacité, puisqu'avec une seule plante, on peut faire beaucoup de greffes. Et alors que si on prélevait une tige déjà formée, ben, on en ferait beaucoup moins. Voilà. Un dernier petit conseil, connu ou pas, je ne sais pas, ça dépendra des gens, mais il y a le bouturage est évidemment aussi une technique très utilisée. Il faut savoir que la plupart des cactus se bouturent de façon spontanée. À partir du moment où la tige est coupée de ses racines, il y a de nouvelles racines qui vont être produites. Mais il y a un groupe de plantes, notamment chez les Opuntia, qui sont donc géophytes, qui vivent, une bonne partie de la plante est sous le sol. Eh bien, ces plantes géophytes, pour être bouturées, il faut reproduire la disposition géophyte, c'est-à-dire enterrer la bouture complètement. Ce qui peut être perturbant, parce qu'on peut croire que le godet est vide. Et en fait, c'est un cas où la présence de lumière, finalement, inhibe le développement de racines sur les boutures. Bon, il faut le savoir. Une fois qu'on sait ça, ces plantes se bouturent et se propagent très bien. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre en temps opportun. Merci Émeric, c'est très bien. En fait, le temps est tenu et c'est plus qu'un cours que nous avons entendu, c'est quelque chose qui nous renseigne pratiquement sur la façon dont il faut se comporter, les observations qui sont extrêmement importantes. Je crois que c'est en fait une phase de l'observation scientifique. Elle est aussi à travers la culture. Donc merci encore. Je vais passer